ce conflit israélo-palestinien, qui n'est pas né le 7 octobre, est depuis longtemps soumis effectivement à une bataille d'influence. Et c'est aussi, comme l'ont dit de nombreuses agences onusiennes, le conflit dans lequel le plus grand nombre d'enfants ont été tués, plus que dans tous les autres conflits qui se produisent partout ailleurs. Le plus grand nombre de journalistes ont été tués, le plus grand nombre de travailleurs humanitaires ont été tués. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes aujourd'hui plus de 400 000 à nous écouter. Chaque semaine, c'est un vrai plaisir parce qu'on voit ce nombre monter. On est sur l'avancée pour les 500 000. On espère que ça interviendra bientôt et on voit qu'on a de plus en plus de succès. Donc on en est ravis. On vous remercie du fond du cœur. Je sais, je le dis à chaque fois, mais je vais le redire. N'oubliez pas l'application aussi, l'application qu'on télécharge sur le portable, qui, elle, vous permet d'accéder au cœur de nos métiers, à nos documentaires, au making-of. Vous avez la vie de la rédaction, vous aurez aussi la manière dont nous travaillons en reportage, sur les zones de conflit en Ukraine, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, bref, partout où Omerta est allé. Nous avons environ 50 documentaires sur cette application. Donc ça vaut le coup, c'est 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Allez-y, jetez un coup d'œil. Il n'y a pas que la chaîne YouTube c'est gratuit. Vous avez aussi ça parce que c'est ce qui nous fait vivre. Nous n'avons aucune subvention. Donc merci à vous d'être présents au rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois un invité pour la première fois, Pascal Boniface. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour Iris. Bonjour, je suis ravi de vous avoir parmi nous. Alors, je vous présente pour nos auditeurs. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous aussi, vous avez une chaîne YouTube qui, comme Omerta, compte plus de 400 000 abonnés, où vous commentez l'actualité internationale. Donc, vous recevez un certain nombre de personnalités. Alors, je viens aujourd'hui pour commenter, pour voir, pour parler avec vous de votre nouveau livre dont le titre est très fort aux éditions Max Milo, je le montre, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara. Alors Hasbara qui veut dire en hébreu l'explication qui concerne les stratégies de communication d'Israël à destination de l'étranger. On va y revenir. Mais d'abord, pour situer globalement ce conflit à Gaza, en quoi, selon vous, est-il exceptionnel, même au regard de 76 ans d'affrontement israélo-palestinien ? Je crois que c'est la première fois où il y a une population civile qui est soumise à un blocus, qui est bombardée quotidiennement depuis 18 mois. Des bombardements de civils, malheureusement, c'est interdit par le droit humanitaire, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Malheureusement, ça arrive. Mais le fait de le faire par rapport à une population qui ne peut nulle part aller, parce qu'elle est bloquée, ou alors peut-être certains voudraient qu'elle fuit justement ailleurs, et c'est aussi, comme l'ont dit de nombreuses agences onusiennes, le conflit dans lequel le plus grand nombre d'enfants ont été tués, plus que dans tous les autres conflits qui se produisent partout ailleurs. Le plus grand nombre de journalistes ont été tués, le plus grand nombre de travailleurs humanitaires ont été tués. Autrefois, les travailleurs humanitaires étaient au moins épargnés par les conflits. Donc c'est déjà cela, et puis... Comme vous, j'ai beaucoup travaillé sur la guerre en Ukraine. J'ai très rapidement été, pas surpris, mais choqué par la différence de traitement, par le fait qu'on s'émeuve, à juste titre, du bombardement de civils en Ukraine, mais qu'on trouve que c'est tout à fait légitime ou qu'il ne faut pas en parler lorsqu'il s'agit de Palestiniens. Et c'est à la fois un deux poids deux mesures, mais c'est surtout non seulement une insulte à l'humanité, mais aussi une insulte à notre intelligence, que de présenter les choses comme cela. Donc c'est pour cela que j'ai voulu faire ce livre. Alors, la guerre en Ukraine aussi donne lieu à une intense bataille médiatique avec des mises à l'index, des excommunications directes. Diriez-vous que le 7 octobre et la guerre à Gaza participent de la même dérive du monde médiatique qu'il y a aujourd'hui? On peut plus s'exprimer, ou si on n'est pas, on est dénoncé. Alors, il y a encore des espaces de liberté, mais il y a quand même un esprit mainstream qui fait que si vous ne tenez pas le bon langage, il y a beaucoup de gens qui vous invitent à condition que vous dites ce qu'ils ont envie d'entendre et pas ce que vous avez envie de penser.
Et il y a en fait une question qui se pose pour beaucoup. Est-ce que le but des journalistes est d'informer ou d'influencer? Est-ce qu'on doit aller vers un résultat? Et il est certain que sur le conflit, alors bon, vous savez comme moi que la première victime dans un conflit, c'est la vérité. C'est un truisme que de le dire. Mais on peut dire que par rapport au conflit israélo-palestinien, c'est plus ancien. Moi, j'avais déjà au début de ce siècle dit qu'on ne traitait pas ce conflit comme par exemple les conflits dans l'ex-Yougoslavie qui venaient de se dérouler, notamment la guerre du Kosovo qui a été présentée où on s'émouvait du sort des Tchétchènes et pas des Palestiniens. Et que les mêmes, d'ailleurs déjà à l'époque, les mêmes qui justifiaient les bombardements de Palestiniens au nom de la lutte contre le terrorisme, s'érigeaient contre ceux des Tchétchènes en disant que ça allait développer le terrorisme. Donc ce conflit israélo-palestinien, qui n'est pas né le 7 octobre, est depuis longtemps soumis effectivement à une bataille d'influence, à une guerre de communication et au triomphe d'un narratif disant qu'il y a une démocratie qui est opposée à la barbarie et qu'il faut défendre la démocratie et passer sous silence l'ensemble de ces gestes et actions, y compris lorsqu'ils sont contraires aux principes démocratiques et aux valeurs universelles dont le monde occidental se réclame. Alors donc vous adoptez la question, vous citez, vous dites génocide. Je voulais revenir un peu sur cette notion. Est-ce que selon vous, il y a vraiment une volonté de la part d'Israël d'anéantir la population palestinienne de Gaza dans son ensemble? Vous pensez que c'est l'objectif? Alors j'ai longtemps hésité à employer le terme de génocide. À tout le moins, il y a un risque génocidaire. Mais s'il y a un risque génocidaire, comme la Convention de 1948 sur l'interdiction du génocide est une convention sur aussi la prévention du génocide. Donc s'il y a un risque génocidaire qui a été établi par effectivement Amnesty, Human Rights Watch et de nombreuses organisations, et la Cour internationale de justice a demandé en mai 2024, et en janvier 2024 et en mai 2024, à Israël de ne pas faire certaines choses, sauf à prendre le risque d'aller vers le génocide. Et puis, j'ai dans le livre de nombreuses déclarations tout à fait déshumanisantes des responsables israéliens. En tous les cas, on ne peut pas dire aujourd'hui, nous en sommes à 51 000 morts au bas mot, parce que ça ne compte pas ceux qui ont été tués des suites des bombardements, pas directement, mais des suites de leurs blessures, du fait d'un manque de soins médicaux, du fait d'un manque d'alimentation, des bébés qui sont morts de froid peu après la naissance. Donc il faut ajouter à cela. Et donc il y a tout le moins un risque génocidaire et malgré cela, le monde reste tout à fait inactif. Alors, le mot génocide a mobilisé, et en tout cas la situation à Gaza, de toute façon, depuis le début de l'intervention de Tsahal dans la bande de Gaza, a mobilisé de façon assez conséquente une partie de l'opinion mondiale. On peut même dire que Gaza est devenu un cri de ralliement pour certains. Une autre partie du monde se retrouve dans l'idée qu'Israël a un droit légitime à se défendre, qu'il n'a pas d'autre choix, qu'in fine, c'est sa disparition qui est en cause. Pourquoi semble-t-il, selon vous, il me semble qu'au niveau de ce conflit-là, il y a quelque chose, une dimension encore plus intense que pour l'Ukraine ou que pour d'autres conflits, il semble presque dangereux d'adopter une position, soit condamnant les pogroms du 7 octobre, mais aussi la riposte démesurée de Tsahal sur Gaza. Pourquoi doit-on obligatoirement choisir un camp ? Non, on peut choisir le camp de l'humanité, on peut choisir, moi je reconnais le droit d'Israël de se défendre, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Les attentats sont condamnables et on peut tout à fait condamner. Pour revenir au conflit russo-ukrainien, je pense que l'on peut dire à la fois que les Occidentaux ont commis de nombreuses erreurs à l'égard de la Russie, mais qu'aucune d'entre elles ne justifie le recours à la guerre. Et de même que les attentats du 7 octobre sont des attentats terroristes, je l'ai dit dès le premier jour, mais que la façon de combattre le terrorisme à laquelle Israël procède ne fait que nourrir le terrorisme. D'ailleurs, Anthony Blinken, qui n'est pas vraiment un anti-israélien primaire, a dit peu de jours avant de quitter le département d'État que le Hamas avait plus de miliciens en janvier 2025 qu'en octobre 2023. Qu'il avait reconstitué son stock. Voilà, parce que effectivement, si vous voyez votre frère, votre mère, votre père être tué, si vous voyez votre fils devoir être amputé sans anesthésie, vous n'allez pas développer une relation confraternelle avec Israël. Et qu'on sait très bien, ce n'est pas à vous que je vais expliquer, que les bombardements indiscriminés ne ramènent pas la paix, mais provoquent une haine supplémentaire et que aussi de la violence. Et ce qui est aussi terrible par rapport à ça, c'est qu'en fait, en ayant ce narratif,
on invisibilise non seulement la douleur des Palestiniens, mais on invisibilise également ceux qui en Israël ont un autre discours. Oui. Parce que, pour paraphraser un autre slogan, un autre Israël est possible, mais un autre Israël existe en réalité. Et vous avez, ils sont minoritaires. Ils sont très courageux, ils se heurtent à des difficultés, ils sont dénoncés comme des traîtres. Mais vous avez encore quelques Israéliens qui disent que la solution pour Israël ne consiste pas à rayer Gaza de la carte, ne consiste pas à bombarder tous les jours des civils sans défense, mais consiste à bâtir un processus de paix. Et d'ailleurs, le Hamas en tant que tel n'est que le fruit de l'absence d'un processus de paix. Yossi Beilin, le leader du Meretz, du parti de gauche, avait dit en 2005, s'il y a un retrait unilatéral de Gaza, c'est le Hamas qui va en profiter. Et Sharon, à l'époque, n'a pas voulu lancer le retrait de Gaza dans un processus bilatérale de relations avec les Palestiniens. Et donc le Hamas est venu dire, regardez, la force permet aux Israéliens de faire fuir les Israéliens, alors que la technique de négociation de Mahmoud Abbas ne débouche sur rien. Il est quand même très largement documenté aujourd'hui, et d'ailleurs il l'a dit, les phrases ont été ressorties, que Netanyahou a parié sur le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne, en disant que le Hamas étant tellement répulsif pour le monde occidental, et il l'est en effet, eh bien qu'il n'y aura jamais d'État palestinien si c'est le Hamas qui dirige Gaza, voire qui dirige les Palestiniens, alors que l'autre voie était plus dangereuse. Donc voilà, moi il n'y a aucune contradiction entre condamner les attentats et condamner la répression et les crimes de guerre qui sont commis. C'est aussi ce que dit Gilles Kepel, justement, sur cette façon d'avoir joué un petit peu de la part de Netanyahou avec le Hamas. Vous dites, oui, en effet, il est difficile de concevoir qu'on va développer une amitié avec quelqu'un qui écrase vos frères, vos sœurs, etc. Pourquoi continue toujours-t-on à croire, et il me semble que ce soit aussi une des croyances de Donald Trump, qu'on peut écraser par la force? En 2000, je regarde la date exacte, 2004, j'avais interviewé Donald Rumsfeld, qui déjà à l'époque, c'était le début de l'insurrection en Irak, posait la question clairement. Donald Rumsfeld, pourtant un faucon de l'administration Bush, disait « Est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'en tuant un terroriste, nous n'en créons pas 10 autour ?» Pourtant, on continue à croire qu'en balançant des bombes, on va solutionner. Oui, effectivement. D'ailleurs, on pourrait dire que si on fait le bilan des interventions militaires depuis le début du siècle, toutes ont échoué. Oui. Irak, Libye, Mali. Et océan de ruines à chaque fois. Voilà. Mais donc on continue, effectivement, parce qu'il y a aussi de la part de Netanyahou des calculs de politique intérieure. Il est allié à deux extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, qui sont les compagnons de route de celui qui a tué, qui a assassiné Yitzhak Rabin. Et le processus de paix, je veux dire, a été à la fois très fortement affaibli par les attentats suicides du Hamas des années 90, et bien sûr, par l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le terroriste qui a tué Rabin a réussi son coup. Il a très profondément, il voulait bloquer le processus de paix, il y est parvenu. Et donc, effectivement, pour des raisons de politique intérieure, Netanyahou, qui a des difficultés avec la justice, comme on le sait, c'est que ces deux alliés quitteraient la coalition s'ils cessaient la guerre. Et donc, il continue la guerre pour se maintenir au pouvoir, mettant en danger la vie des otages israéliens et tuant les Palestiniens. Et alors, paradoxalement, c'est aussi le cas pour le Hamas. Plus le conflit dure, moins sa légitimité à gouverner Gaza est mise en cause. Mais, bien sûr, mais en même temps, il apparaît, surtout par rapport aux faiblesses, un signe de l'autorité palestinienne qui est corrompue, qui coopère toujours sécuritairement avec Israël, donc qui est rejeté comme étant en fait une sorte de collaborateur d'Israël par les Palestiniens. Mais le Hamas, en fait, pense qu'il se maintient par la force, effectivement, et qu'il parie sur le fait que l'horreur de la répression israélienne va amener des gens vers lui. Est-ce que la nouveauté, quand même, dans cette tragédie de Gaza, c'est que le Hamas a récupéré des otages, qu'il a commis ces actes abominables terroristes du 7 octobre, qu'il joue sur ces otages eux-mêmes détenus dans la zone où se déroulent les combats. C'est nouveau, c'est inédit, et ça a permis au Hamas aussi
du point de vue de sa notoriété, de faire libérer d'autres Palestiniens, des membres du djihad islamique, des membres du Fatah, et donc finalement, quelque part, le Hamas en ressort renforcé, non? Oui, enfin, ça, c'est pas une première, le fait qu'on fasse des prisonniers, mais sur cette échelle, ça s'est jamais produit. Oui. De même que sur cette échelle, jamais un attentat a fait autant de morts du côté israélien. Donc le Hamas a poursuivi cette logique sur une ampleur beaucoup plus grande. Effectivement, il se sert des otages comme une monnaie d'échange et il joue effectivement aussi sur la crainte. On sait très bien que plus la guerre continue, plus la chance de voir les otages revenir vivants diminue. Alors, vous évoquez, bien sûr, maintenant, il y a tout un chapitre consacré donc, à la Hasbara, c'est-à-dire donc ce réseau, en fait, cette communication établie par Israël à destination de l'étranger. Vous évoquez le réseau Elnet pour European Leadership Network, une association créée en 2007 pour, je vous cite, améliorer l'image d'Israël en France et en Europe. Vous faites des portraits de Bernard-Henri Lévy, de l'imam Chalgoumi, Frédéric Ancel, Bruno Tertrais, Caroline Fourest. Comment est-ce qu'on les qualifie? Pour vous, c'est des agents d'Israël? Est-ce qu'ils sont alignés sur la politique de l'État hébreu pour des raisons historiques ou simplement à cause de la souffrance des Juifs dans l'histoire et en raison de la Shoah? Il y a autant pour, disons que pour ceux qui reprennent le narratif israélien, il y a des motivations très diverses. Ça peut être pour des raisons communautaires, mais très souvent, il y a d'autres raisons. Il peut y avoir le fait effectivement d'être marqué par la culpabilité à l'égard de la Shoah, mais il y a aussi beaucoup qui sont marqués par une hostilité à l'islam et qui pensent qu'Israël est la pointe avancée du combat contre l'islam au Proche-Orient, même si personnellement je pense que cette conduite-là facilite la tâche des islamistes et des extrémistes musulmans, parce qu'ils peuvent dire, voyez comment les Occidentaux nous traitent, et le fait, hier des géopolitologues aux États-Unis avaient dit, en fait, Israël se présente comme étant l'Australie au Proche-Orient, mais il dessert la cause américaine parce qu'il vient le soutien inconditionnel à Israël est l'une des causes majeures du rejet des États-Unis dans le monde arabe et musulman. Mais donc les motivations sont très diverses. Certains se disent que, en fait, c'est de leur intérêt d'avoir... certains le font par conviction, d'autres par opportunisme, parce qu'effectivement, un discours, disons, plus critique d'Israël ne vous conduit pas à des succès médiatiques très tranchés. Alors, symétriquement, on peut dire que l'horreur déclenchée par le Hamas elle-même a renforcé, enfin a desservi la cause palestinienne et quelque part provoque l'anéantissement d'une zone qu'ils gouvernaient, sur laquelle Bien sûr, quel est le résultat pour eux? Disons qu'à la fois les attentats ont remis la question palestinienne qui était ignorée des médias au premier plan, mais ils ont rendu encore plus compliqué une solution pour plusieurs raisons, parce que le Hamas ne peut pas faire partie de la solution du fait de son action, mais surtout, c'est que le nombre de personnes qui, en Israël, sont prêts à prendre en compte la question palestinienne sont nettement moins nombreux. Le Hamas, mais ça fait 30 ans que ça dure, le Hamas dessert la cause palestinienne par les attentats qu'il organise, et il a très largement affaibli le camp de la paix en Israël. Et les attentats, ça a commencé dans les années 90, peu après les accords d'Oslo. Le Hamas a présenté les accords d'Oslo comme étant une trahison. Et donc, il a tout fait pour faire dérailler ces accords. Et il a été aidé par celui qui a tué Rabin. Et une fois que Rabin n'était plus là, il n'y avait plus un leader assez solide en Israël. Rabin disait qu'il combattrait le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais qu'il continuerait le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non. Et dès que Rabin, d'ailleurs, n'a plus été là, Peres, qui était perçu comme un faible et qui n'était pas un général par les Israéliens, s'est relancé dans la guerre au Liban en espérant retrouver une légitimité aux yeux des Israéliens. Donc on a repris ce cycle des combats et à chaque fois, c'est la même chanson. Donc effectivement, le Hamas est illégitime pour diriger la Palestine. Il a diabolisé dans les opinions occidentales et plus encore dans les opinions israéliennes la cause palestinienne, mais en même temps, je veux dire, c'est la loi historique. Peut-être qu'on va vider Gaza de sa population. Oui. Peut-être que le plan de Trump, qui est rejeté par tout le monde sauf par Netanyahou, est en train d'être appliqué au quotidien. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'aide humanitaire depuis le 3 mars. Si vous n'avez aucune aide humanitaire et que vous êtes bombardé, le jour où on peut vous dire, et les Israéliens, qui sont toujours une politique de communication très habile, disent il y aura des départs qui seront volontaires.
si vous avez le choix entre mourir de faim ou mourir sous les bombes ou partir, au bout d'un moment, vous pouvez choisir de partir. Donc, il risque d'avoir un nettoyage ethnique massif, de vider Gaza de sa population, parce que si les Palestiniens de Gaza voient qu'il y a un endroit où ils peuvent survivre, où leurs enfants peuvent survivre, peut-être qu'à force, ils iront. Pour l'instant, les Égyptiens, les Jordaniens refusent de les accueillir, mais on voit bien que... pour des raisons historiques, d'ailleurs. Pour des raisons de sécurité. Pour les Jordaniens, les frères musulmans pour oui, surtout pour des raisons de Égyptiens. sécurité, parce qu'ils savent que ça déstabiliserait profondément leur société, et que ça serait des risques de déstabilisation. Mais on ne le dit pas souvent, ça, je trouve. Et qu'ils seraient aussi coupables, par rapport à la population, d'avoir facilité le plan de Netanyahou. Et donc, ils seraient tenus pour co-responsable d'une nouvelle Nakba. Pour ce qui est du Hamas, à la différence de ses prédécesseurs, on va dire qu'ils soient inspirés par l'idéologie communiste, le FPLP, l'OLP, etc., le terme Hamas, c'est une contraction de Harakat al-Muhawarna al-Islamiyya, qui veut dire en fait, il n'y a plus de notion de Palestine. On s'inscrit dans un mouvement de combat islamiste. Oui, mais en même temps, ils sont très nationalistes. Oui, c'est-à-dire que leur combat n'est pas en dehors, ils n'ont pas organisé d'attentats en dehors d'Israël-Palestine. Donc il y a pas, c'est pas du tout l'État islamique. C'est pas Daesh, voilà. Oui. Eux, leur programme, il est en fait typiquement religieux, bien sûr, vous avez raison de le souligner, mais également nationaliste. Ils n'ont pas organisé d'attentats en dehors des territoires palestiniens et d'Israël. Donc il y a quand même, et en fait, une partie d'ailleurs, alors ils ont des soutiens religieux, mais une partie des gens qui soutiennent le Hamas le font pour des raisons de patriotisme palestinien plus que pour des raisons religieuses. Il y a en fait ces deux aspirations, religieuses pour certains et nationalistes de résistance pour d'autres, parce que certains, même si c'est un mouvement terroriste, certains Palestiniens pensent que c'est le mouvement qui s'oppose le plus à Israël. Comment vous expliquez, quand on regarde la carte et quand on regarde ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, qu'en réalité, le Hamas, la Palestine, Gaza, population sunnite, les seuls à s'être engagés quelque part pour défendre Gaza, ça a été les chiites. Comment vous expliquez qu'aucun pays sunnite n'est venu réellement Parce qu'ailleurs, les populations sont très contrôlées. Et que donc il y a quand même des services de sécurité, que l'opposition ne peut pas s'exprimer, et que tous les services de sécurité ont fait attention de faire en sorte qu'il n'y ait pas de manifestation, et que le Hezbollah et les Houthis étaient des mouvements structurés, équipés d'armes, qui étaient des mouvements à la fois militaires et civils, et qu'ils avaient les moyens de réagir, alors que qu'eux-mêmes étaient hostiles à Israël. Et qu'eux-mêmes étaient hostiles par Israël, alors que les sociétés civiles marocaines, algériennes, tunisiennes, même jordaniennes, égyptiennes, ne peuvent pas agir militairement. Bien sûr. Alors, les débats dont on a parlé ont eu lieu à foison dans l'ensemble de la presse française. Le monde politico-médiatique, on va dire, avec CNews d'un côté et LFI de l'autre, qui refuse toujours d'utiliser le terme terroriste quand il s'agit du 7 octobre. En fait, en réalité... Pas tous. Pas tous, oui. mais peut-être Ruffin et quelques-uns. Mais on a parlé de la société israélienne. En revanche, ce qui frappe, c'est quand on regarde les médias israéliens, on a l'impression que les Israéliens peuvent parler de choses les concernant, alors que nous ne pouvons les évoquer quand bien même elles ne nous concernent que de très loin. C'est-à-dire que... il y a beaucoup plus de critiques de Netanyahou dans Haaretz. Oui, mais même dans Yedot et Aharonot, même dans le Jérusalem Post, moi je trouve des articles, des confessions de commandants absolument incroyables. Il y a en fait beaucoup plus une autocensure qu'une censure en France. Oui. Et une autocensure, disons, personne ne veut se voir être accusé d'antisémitisme. Et que la sanction immédiate, quand vous soulevez cette question de façon critique par rapport au gouvernement israélien, c'est d'être traité d'antisémite. Et c'est un chantage qui fonctionne très bien. Vous comme moi, on connaît plein de gens qui veulent se tenir à l'écart, qui ne veulent surtout pas avoir à commenter ce sujet,
pour ne pas avoir à trop trahir la réalité et ne pas avoir, en ne trahissant pas la réalité, se voir accusé d'antisémitisme. Parce que Netanyahou a réussi, dans sa campagne de communication, dans sa campagne d'explication, à mélanger trois choses qui sont différentes historiquement et politiquement: l'antisionisme, l'antisémitisme et la critique politique de l'action d'un gouvernement. Et si vous condamnez aujourd'hui les bombardements de civils sur Gaza, on va vous dire que vous êtes en fait antisioniste pour mieux cacher votre antisémitisme. Alors, il y a certainement des gens qui sont à la fois antisionistes et antisémites. Mais l'antisionisme et l'antisémitisme sont deux choses différentes. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs qui sont antisionistes, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons politiques. Mais en tous les cas, on peut très bien être tout à fait favorable. Moi, je suis pour la solution à deux États, même si elle est de plus en plus difficile, voire peut-être impossible à mettre en œuvre. Donc, si vous êtes pour la solution à deux États, vous êtes forcément pour l'existence d'un État israélien. Je pourrais dire que je suis sioniste, parce que je suis pour l'existence de l'État d'Israël, mais dans les frontières de 67. Pas, bon. Et le fait de critiquer, si je critique les bombardements de Poutine sur le Kiev, on ne va pas dire que je fais du racisme anti-russe, ou que je veux la disparition de l'État russe. Et Netanyahou, donc, a réussi à faire que ces trois choses différentes, critique de l'action politique du gouvernement, opposition à l'existence d'un État des Juifs et opposition aux Juifs en tant que peuple, soient mélangées dans le même combo. Vous aviez d'ailleurs tweeté à propos des bombardements de Soumy, vous avez dit que ce sont des crimes de guerre, mais ceux qui les dénoncent en restant muets sur les bombardements quotidiens sur les civils à Gaza, auxquels sont muets, auxquels de surcroît on bloque l'accès à l'aide humanitaire, sont de sinistres tartuffes. Bah oui, je veux dire, soit vous dites, voilà, il y a un droit humanitaire, il y a simplement une question d'humanité, on ne bombarde pas les civils. La guerre, qui est interdite mais qui peut exister, c'est des guerres entre militaires ou entre miliciens. Mais les civils qui n'y sont pour rien n'ont pas à être pris pour responsables collectivement, et donc on ne bombarde pas les civils. Et donc, mais une fois encore, c'est pas nouveau. Je ne comprends pas que les mêmes qui s'émeuvent, à juste titre, des bombardements de civils ukrainiens, qui sont quand même moins nombreux, qui peuvent partir, qui ne sont pas soumis à un blocus, dans lequel il y a quand même des hôpitaux. On n'empile pas des Ukrainiens sans anesthésie. On le fait pour les Palestiniens. Les mêmes restent muets. Et souvent même, s'ils étaient muets, ça serait moins grave. Mais loin de rester muets, ils viennent plastronner pour dire que tout ceci est très normal et que c'est là une démocratie qui doit se défendre. Et donc, ils viennent justifier. Et c'est pour ça que j'emploie le terme de négationniste. On dit souvent que les plus chauds supporters d'Israël en France sont des génocidaires. Non, ils n'ont pas de sang sur les mains. Ils ne participent pas à un génocide, mais ils nient les crimes de guerre. Donc, ils sont des négationnistes. Ils nient le risque génocidaire qui est quand même très largement documenté. Mais quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Alors, je vais revenir sur l'émission de Donald Trump dans ce conflit, qui avait été déjà... le rôle de Donald Trump dans sa précédente mandature vis-à-vis d'Israël avait été assez déterminant. Il avait ramené l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, accédant à une demande israélienne. Il avait été, on va dire, l'un des grands architectes, via son beau-fils Jared Kushner, des fameux accords d'Abraham, qui ont donné on va dire des liens diplomatiques inédits entre Bahreïn, le Qatar, les Émirats, etc. et Israël. Aujourd'hui, je voudrais voir un petit peu avec vous, il me semble quelque chose qu'est-ce que vous pensez du rôle de Donald Trump et de son jeu vis-à-vis de Netanyahou ? En un sens, on a l'impression qu'il est d'accord pour bombarder l'Iran, qui serait en gros le dernier domino qui permettrait de finalement une victoire totale d'Israël. Puis en même temps, il dit qu'il est en train de négocier. On a l'impression qu'il ne laissera pas, que tant que la négociation n'ira pas au bout, il l'a dit encore aujourd'hui, il ne va pas bombarder l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu ? Il y a une logique et en fait, dans ce sens-là, c'est pas tellement éloigné de ce que faisait Biden. En fait, qu'a obtenu Biden de Netanyahou ? Il avait dit il ne faut pas bombarder Rafah, il ne faut pas aller au Liban, il ne faut pas faire ci. Il n'a rien obtenu. La seule chose qu'il a obtenue, c'est que par rapport aux attaques iraniennes sur Israël, la riposte israélienne soit modérée et qu'Israël ne bombarde pas massivement ni les installations pétrolières ni nucléaires de l'Iran. C'est la seule chose qu'il a obtenue. Tout le reste, Netanyahou s'est moqué de ce qu'il lui demandait de faire. Pas pareil pour Trump.
Trump, en fait, laisse Netanyahou bombarder sans aucun mot, parce que quand, là, il a dit stop Vladimir pour les bombardements sur Kiev, il n'a jamais dit stop Benjamin pour les bombardements sur Gaza, qui, une fois encore, sont beaucoup plus nombreux. Donc, il laisse quartier libre à Netanyahou sur Gaza, sur la Cisjordanie. Il faut voir aussi les violences des colons, sur tout ça. Par contre, l'Iran, non. Pourquoi? Parce que ce qui a changé entre Trump 1 et Trump 2, c'est qu'il y a eu une réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Sous l'égide chinoise, ils ont ouvert des relations diplomatiques. Et en fait, les Saoudiens ne veulent pas que l'Iran soit bombardé, par peur, en fait, que s'il y avait un bombardement sur l'Iran, toute la région explose et que leurs installations elles-mêmes pétrolières, les Saoudiens se rappellent que les Houthis avaient endommagé leurs installations pétrolières et que la production avait cessé pendant 2 jours de pétrole. L'Aramco avait été... Et donc, en fait, et du coup, Trump comme Biden retiennent Netanyahou sur l'Iran parce qu'ils ne veulent pas d'un baril à 150 ou 200 $ qui viendrait complètement déstabiliser. Et l'Arabie saoudite qui veut investir 500 milliards de dollars sur les 4 prochaines années aux États-Unis, dont le roi héritier, le prince héritier MBS, a investi 2 milliards de dollars dans le fonds souverain de fonds d'investissement de Jared Kushner, eh bien, Trump tient compte de cela. Donc, en fait, il retient Israël sur l'Iran. Et puis, il est en train de négocier un accord qui ressemble très fortement à celui qu'il avait déchiré. Oui. Bon, il retricote celui de 2015. Bon, mais vous allez voir qu'il va se présenter devant tous les écrans pour dire qu'il a signé le meilleur accord jamais trouvé et que c'est incapable d'Obama à tout céder, alors que lui, qui candidate au prix Nobel de la paix, a ramené la stabilité en région. Mais je crois que ce qui compte surtout avant pour lui, pourquoi il recherche non pas l'affrontement, mais un accord avec l'Iran et qu'il retient la main d'Israël sur l'Iran, c'est le facteur saoudien. Le facteur saoudien on compte sur eux aussi pour reconstruire la Syrie. Et éventuellement Gaza aussi. Éventuellement Gaza. Donc ils sont là, ils sont utiles. C'est quand même assez... cette technique de Trump fait en sorte qu'il avance sur plusieurs dossiers. Je voulais un peu votre avis là-dessus. Il semblerait que s'il arrive à retricoter le GCPOA de Vienne, l'accord de Vienne de 2015, en disant non, moi c'est mieux que qu'Obama, alors que ce sera à peu près exactement la même chose, vous avez raison, finalement, il risque d'arriver à obtenir quelque chose là où on ne l'attendait pas, alors que sur Gaza, les choses ne sont pas finies. Sur l'Ukraine, on voit que bon, ça va à marche forcée, mais il y a quand même beaucoup de complications et que ça sera certainement pas réglé en 24 heures, comme il le soulignait. Donc comment vous voyez un petit peu ces manœuvres-là? On a tendance à dire oui, il n'y arrive pas, il a échoué sur les tarifs, il a échoué sur... Comment ça... Oui, pour l'instant, on va bientôt les 100 jours, il n'y a pas de résultat, il n'y en a aucun même. On arrive aux 100 jours. Et donc, effectivement, il a pas ramené la paix en 24 heures, ni en 100 jours, et il aurait pu négocier, s'il y a un jour la fin de la guerre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas négocié de façon extrêmement habile, parce qu'il aurait pu obtenir plus des Russes. Les Russes auraient pu donner un peu plus qu'ils ne vont donner, mais c'est... je pense simplement qu'ils se trompent d'époque, ils pensent qu'on vit encore dans un monde unipolaire, où le fait que les États-Unis veulent quelque chose implique qu'ils peuvent l'obtenir. Et en fait, il y a une contradiction entre son slogan. Son slogan, c'est « Make America Great Again ». Donc ça veut dire que s'il a un tel slogan, c'est que les États-Unis ne sont plus aussi grands qu'ils étaient auparavant. Et donc c'est une contradiction majeure que de vouloir imposer comme si les autres... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays vassalisés. Regardez là, on apprend que la Belgique va acheter des F-35. Oui. Et dans un deuxième temps, ils avaient déjà acheté des F-35 lors du premier mandat de Trump. Oui. Donc Trump leur dit qu'il va les laisser tomber, qu'ils ne sont plus de l'OTAN, mais la Belgique achète quand même des F-35. C'est quand même la preuve d'un asservissement quand même qui se poursuit. Donc il compte un peu là-dessus, mais il va se heurter d'une part quand même, je pense que quand vous voyez que le chancelier allemand chrétien-démocrate, le futur chancelier, dit qu'il faut que l'Allemagne devienne indépendante des États-Unis, c'est un changement copernicien majeur. Et puis, la Chine ne va pas céder à Trump. La Chine, c'est une réalité très dérangeante pour Trump parce que Xi Jinping ne peut pas se permettre de céder, ni pour son statut international, ni par rapport à son opinion publique. On dit bien sûr que la Chine n'est pas une démocratie, peut-être, mais ou sûrement, mais en tous les cas, il y a une opinion publique en Chine qui s'exprime d'autant plus fortement sur les questions de patriotisme qu'elle n'a guère d'occasion de s'exprimer sur les questions de politique intérieure. Et donc, je pense que Trump, il a confondu le monde unipolaire
et le monde tel qu'il est. Et puis surtout, par tempérament, il ne compte que sur le hard power et pas du tout sur le soft power. Et de ce fait, il affaiblit considérablement, globalement, la puissance américaine. Est-ce que vous pensez que finalement Trump, peut-être à l'image de pas mal d'hommes politiques occidentaux, en particulier français, n'a pas complètement compris à quel point nous avions changé d'époque et n'avait pas complètement compris aussi à quel point la posture précédente, qui a duré quand même peut-être plusieurs siècles, de l'Occident, qui impose ou qui donne son là au monde, était aujourd'hui, et je pense par exemple sur la situation entre la France et l'Algérie aujourd'hui, qu'il y a de ça, qu'il y a de cet affaiblissement du fait que la voix de l'Occident n'est plus mais parfaitement. respectée. Une fois encore, il dit lui-même « Make America Great Again ». Donc l'Amérique est affaiblie. Le monde a été unipolaire de 1945. First. Oui, mais et c'est plutôt alone en fait. Oui. C'est plutôt seul. Mais donc effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a chez beaucoup d'Occidentaux l'absence de perception d'une réalité, c'est que y compris l'Occident... chez des journalistes, je trouve. Et les responsables politiques. Oui. Bon, effectivement, mais c'est pour ça que la plupart des journalistes sont pro-israéliens. C'est qu'ils sont pro-occidentaux. Ils pensent que l'Occident a des valeurs supérieures et qu'il peut imposer ses volontés pour le bien de tous. Parce que les gens viennent des mêmes milieux sociaux, ont les mêmes formations. Il y a effectivement une sorte de... Si vous êtes un peu différent, vous risquez de ne pas être pris. C'est de plus en plus difficile d'avoir des CDI quand on est journaliste. L'espace devient plus rare. Pour les hommes politiques aussi, ils ont été habitués d'une telle façon. Donc il y a une absence de confrontation avec la réalité, de l'émergence d'autres pays, et que, pour reprendre le titre excellent de mon ami Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Ah, tout à fait. Et les autres ne pensent pas comme nous, mais surtout, excellent maintenant, livre. Ils peuvent agir sans avoir à nous obéir. Oui, c'est-à-dire que les BRICS, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. Voilà. Et que, alors, bien sûr, les néoconservateurs nous disent « Oui, mais ils sont très différents. » Oui, ils sont différents, bien sûr. Certains sont fondamentalement anti-occidentaux, d'autres veulent avoir des partenariats avec les occidentaux, mais ils ne veulent plus être dominés par le monde occidental. Ils ne veulent plus que l'agenda international soit fixé par l'Occident. Si on continue à agir comme auparavant, en disant, regardez, on a, sur la guerre en Ukraine, les puissances occidentales sont allées voir tous les pays du Sud en disant, il faut prendre des sanctions. Il faut prendre des sanctions par rapport à la Russie. Les pays du Sud ont dit, écoutez, nous, ça ne nous concerne pas, c'est un conflit européen, où vous aussi, vous avez fait des guerres. Si on prend les sanctions, ça va nous être défavorable. Donc, on ne le fait pas. Mais il y a 15 ou 20 ans, les pays d'Afrique de l'Ouest auraient fait comme la France le demande, les pays latino-américains auraient fait comme les États-Unis le demandaient. Là, même si certains ont condamné dans un vote à l'Assemblée générale des Nations unies l'agression russe, aucun pays du Sud n'a pris de sanctions parce qu'ils ont déterminé leur intérêt en fonction de leur propre agenda et pas en fonction de ce que disait la voix de leur ancien maître. Et donc ça, c'est un changement fondamental. Et plus on insistait pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, plus on braquait ces pays. Pascal Boniface, merci beaucoup pour merci, tous ces éclaircissements. Je recommande ce livre, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara, et c'est aux éditions Max Milo, excellente maison d'édition. Donc je vous remercie beaucoup Pascal, j'espère que j'étais ravi de converser avec vous. J'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez toujours plus nombreux, je l'ai dit, la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 jours, pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. À très bientôt. Thank you.